Bonjour à tous, il est 13 heures passées de 1 minute, donc nous allons pouvoir commencer ce webinaire 45 minutes pour passer de salarié à entrepreneur. Alors pour commencer, je me présente, Audrey Vergondi. J'accompagne depuis maintenant plusieurs années les porteurs de projets qui souhaitent entreprendre dans le digital et j'ai le plaisir d'animer, enfin de co-animer aujourd'hui ce webinaire aux côtés de Ludovic Hervaux qui est responsable de l'organisme de formation Winkea. Alors juste pour remettre dans le contexte, ce webinaire s'adresse aux personnes qui n'ont connu aujourd'hui que des expériences de salariés et qui souhaitent se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Donc on a pour objectif aujourd'hui de donner la parole à des dirigeants d'entreprises qui ont connu cette phase de reconversion et de comprendre en leur donnant la parole les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. Donc ça, on va le faire sous format d'interview. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Si vous en avez au fur et à mesure de la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions dans la zone de chat et on les lira à la fin de l'échange. Donc maintenant, je vais donner la parole à Ludovic qui interviewe aujourd'hui Eric Olivier, dirigeant de l'entreprise Révélaction, et donc qui va nous expliquer un petit peu son retour d'expérience. Olivier, je te donne la parole. Merci Audrey. Merci Audrey. Donc du coup, je m'appelle en effet Ludovic Hervaux. Et je m'occupe de la formation pour Winkea. J'ai créé moi-même une agence spécialisée en stratégie digitale à Vannes depuis plus de 3 ans maintenant. Et avant de faire la majeure partie de ma carrière en fait, dans l'industrie pharmaceutique. Et aujourd'hui, je suis très heureux en fait, d'accueillir Eric Olivier. Heureux pourquoi? Pour la bonne et simple raison, c'est que Eric, on s'est rencontrés au dernier congrès en fait, des DCF à Clermont-Ferrand. Et on a pu échanger et partager pas mal de choses de nos expériences. Et je suis ravi en fait, de t'accueillir, Eric, et que tu nous fasses part un petit peu de ton parcours très riche. Bienvenue à toi. Merci Ludovic, merci Audrey pour cette introduction. Aussi, je suis ravi de vous rencontrer. Effectivement, on s'est rencontrés il y a quelques mois. Je suis ravi de vous retrouver. On s'est rencontrés il y a quelques mois au congrès des DCF, les dirigeants commerciaux de France à Clermont-Ferrand. Nous sommes tous les deux actifs dans, toi, l'association de Vannes et moi, l'association à Lille. Et le courant est passé très, très vite. Et voilà, on s'est rendu compte qu'on avait plein de points communs et envie de les partager. Et notamment autour de l'entrepreneuriat, c'est ce qu'on va faire effectivement aujourd'hui. Tout à fait. Alors du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, Eric, si tu le veux bien. Donc, est-ce que tu peux, je dirais, rapidement présenter ton parcours? Et j'ai envie de dire que ce qui intéresse les porteurs de projets, en fait, c'est le moment en fait, où on bascule. Est-ce que toi, tu peux nous donner un petit peu justement quel a été ton point de bascule, ta prise de décision finalement pour créer ton entreprise? Effectivement, je vais présenter l'entreprise que j'ai créée, je reviendrai sur le parcours et ensuite je parlerai du point de bascule. Donc, l'entreprise que j'ai créée s'appelle Révélaction. C'est un cabinet de conseil en développement commercial, à la fois sur de la structuration commerciale et du développement commercial, France et international. Donc, j'interviens pour des entreprises qui ont besoin de renforcer leur commerce d'un point de vue stratégique, mais aussi opérationnel. Donc avec la prise en main des équipes si nécessaire, avec le renforcement des outils. Ça, c'est mon activité, avec un focus bien spécifique sur l'international, sur l'Europe du Nord, puisque c'est le fil rouge de ma carrière dont je vais parler juste après. C'est notamment les pays Benelux et Allemagne. Ma carrière, justement, j'ai une carrière commerciale, parce que j'ai commencé comme attaché commercial chez Whirlpool. Et ensuite, j'ai pris des fonctions, et notamment des fonctions de management et de direction commerciale dans différentes entreprises, dans le textile, dans le sport, dans l'industrie, il s'est écoulé 25 ans quand on parle de tout ça. Il y a 2 ans, j'ai pris la décision de monter mon affaire, monter mon cabinet. Le point de bascule, c'est le suivant. Le point de bascule, c'est j'ai envie d'avoir d'avoir une autonomie de décision, une envie d'entreprendre et d'être maître de mon destin quelque part. Mais j'ai envie de rester dans ce métier. Donc, il y a une continuité métier, puisque ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que je faisais ce que j'ai fait pendant des années. Et au lieu de le faire en tant que salarié, je le fais en tant qu'indépendant et en tant qu'indépendant. Donc, pas de point de bascule métier, mais par contre, un point de bascule sur le mode opératoire.
Tout à fait. Alors du coup, quand on a préparé cette réunion, tu m'as fait part en fait de ta première expérience. Quand tu m'as fait part de ta première expérience d'entrepreneuriat, on va dire, tu me disais en fait être lancé en fait pour les mauvaises raisons. Est-ce que tu peux, je dirais, nous en dire plus par rapport à ça? Oui, Ça peut être c'est-à-dire intéressant. que dans ma carrière, donc dans ma carrière de salarié, il y a maintenant une quinzaine d'années, j'avais lancé je m'étais lancé en tant qu'entrepreneur puisque j'étais franchisé dans un réseau pardon, d'agences immobilières. Le contexte à l'époque, on habitait avec mon épouse, nous habitions à Bordeaux et la logique était que j'aurais dû ou j'aurais pu aller au siège qui était à l'autre bout de la France. Et ça rentrait vraiment pas dans notre projet professionnel et j'ai cherché des solutions pour pouvoir rester sur Bordeaux. Et une des solutions, c'était parce que j'avais vu d'autres le faire, des amis, etc. J'avais décidé de lancer mon agence immobilière. L'activité me plaisait bien évidemment, le contexte, le mode opératoire également. Et voilà. Est-ce que à l'époque j'avais 35 ans, à la réflexion, alors, pourquoi ça s'est arrêté? Parce qu'il y a eu la crise des subprimes en 2009, où un tiers des agents sont fermés. Mais à la réflexion, c'est est-ce que j'étais assez fort à ce moment-là pour me lancer? Est-ce que j'étais bien équipé? Est-ce que moi-même j'étais bien équipé? Voilà, tout un tas de questions. Après, c'est facile de refaire le match. Mais effectivement, le point de départ, c'était comment je peux faire pour rester à Bordeaux? Ce qui n'est pas vraiment la bonne raison. Ça ne doit pas être, c'est pas une raison suffisante. C'est pour ça que je t'ai dit l'autre jour, je m'étais lancé, peut-être pour des mauvaises raisons, effectivement. Du coup, si je comprends bien, en fait, c'est vrai que cette première expérience t'a servi bien évidemment pour la deuxième, et de manière à ne pas répéter les mêmes, entre guillemets, les mêmes erreurs. Mais est-ce que ce sont des erreurs? Je pense que c'est plus une expérience de vie que des erreurs finalement, quoi. Oui, exactement. Ça m'a permis de savoir ce que je voulais et ce que je voulais pas sur ma deuxième expérience d'entrepreneuriat. Sur la première, c'est comme ça que ça se faisait à ce moment-là. J'étais plutôt en mode paquebot avec 4 salariés, des beaux locaux, bien placés dans la ville, voilà, et donc un point mort important. Et puis ça, par exemple, sur ma nouvelle expérience, ça, j'en voulais pas. Je préférais être en mode souple, plutôt Zodiac que paquebot, et puis monter progressivement, faire monter l'entreprise progressivement. Voilà, Okay. c'était ma décision. Ok, alors du coup, si on parle, je dirais, on va changer un petit peu de fin. C'est un petit peu le prolongement finalement, mais si on se parle de notion de prise de risque, moi j'aime bien une citation de Mike Horn qui dit en fait, pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% des réponses à ces questions. Les 95% restantes, en fait, viennent le long du chemin. Et du coup, en fait, ce qu'il dit également, c'est que ceux qui attendent 100% des réponses font du surplace. Du coup, toi, Eric, qu'est-ce que ça t'inspire, cette phrase? Oui, c'est tout à fait juste. Il y a un socle quand même quand on se lance, c'est de bien poser son offre et et notamment les éléments différenciants. Qu'est-ce qu'on apporte de plus ou qu'est-ce qu'on apporte de différent par rapport à ce qui existe déjà? Ça c'est important. Et après, effectivement, si on veut avoir l'étude de marché toute faite et puis avoir toutes les réponses, et c'est marrant que tu parles de ça parce que, alors c'est Mike Horn qui en parle, mais dans mes interventions auprès de mes clients, c'est ce que je leur dis. Ouais, on va commencer par une étude de marché, mais on n'aura pas forcément toutes les réponses et il faudra être en mode test and learn et puis avancer et obtenir les réponses au fur et à mesure. Ça, c'est vrai. Ce qui est important, c'est d'être bien clair sur son offre. Tout à fait. Alors, c'est marrant parce que je rebondis sur ce que tu disais, le test and learn. Forcément, donc, moi, avec mon entreprise de stratégie digitale, ça me fait toujours penser, bien évidemment, au digital. Et toi, tu me disais aussi, quand on a donc préparé cette interview, tu me disais que tu avais démarré en plein Covid. Donc, ça veut dire que globalement, en fait, Oui. tu étais en plein dedans, quoi. Tu n'as pas eu le choix. Tu as été obligé de te digitaliser dès le départ. Est-ce que tu peux nous faire part un petit peu de cette expérience? C'est ça. Et ça fait partie si je m'étais dit, je vais attendre la fin du Covid pour me lancer, je me serais lancé il y a 2 mois. Donc oui, on n'a pas forcément les réponses à tout et on se lance. Et c'est là qu'est le plaisir aussi et la prise de risque. Sur la digitalisation,
Oui, par contrainte, je me suis lancé au moment du confinement. Ça a eu l'immense avantage, c'est que ça m'a permis le temps était un peu suspendu, donc de réfléchir et de poser mon offre, et surtout de la confronter, de la challenger en prenant les avis, des avis extérieurs, avec des amis d'amis, avec des connaissances, avec d'anciens collègues. Et du coup, tout le monde était disponible par Teams. Donc, ma digitalisation, j'ai commencé par de la digitalisation, effectivement. La deuxième étape, comme j'ai pu poser et challenger mon offre, avoir quelque chose qui soit bien clair, même si je n'avais pas toutes les réponses, mais au moins j'avais une vision, ça m'a permis ensuite de la mettre tout de suite sur un site internet. Et pour moi, c'était important d'avoir cette vitrine et d'avoir quelque chose qui soit visible, un point d'ancrage digital pour le coup, sous la forme d'un site internet. Je me suis bien sûr fait accompagner pour la réalisation du site internet. Voilà, sur la partie design, mais aussi la partie visuelle, enfin, voilà, et aussi le rédactionnel. Donc, le site internet a été posé, et puis assez vite s'est posé la question de comment faire pour augmenter ma visibilité, notamment sur les réseaux sociaux. Parce que pour moi, dans le digital, il y a 3 sujets. Il y a le site internet, les réseaux sociaux et la prospection. Et donc, les réseaux sociaux, c'est de la même manière. C'est important d'avoir une ligne éditoriale qui soit claire. Et pour ça, de la même manière que je me suis fait, j'ai bénéficié du soutien des uns et des autres et de mon entourage pour caler mon offre. Sur la partie digitale, c'est aussi important d'aller chercher l'expertise là où elle se trouve. D'accord. Et de se faire aider. Et du coup, concrètement, alors sur la partie réseaux sociaux, en fait, si tu pouvais donner des conseils à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais en fait sur la partie réseaux sociaux, sur la partie site internet, au-delà de se faire accompagner, comment tu vois les choses, toi? À mon avis, il faut que tout ce que l'on publie, il faut que ce soit le reflet de soi-même. Il faut donner ce qu'on a envie de donner, et puis et pas essayer de ressembler à. C'est hyper important. Il faut que ce soit naturel. Si vous avez un site vitrine, même si c'est une landing page, une page d'accueil, il faut qu'elle soit en adéquation avec quand votre client vient, quand vous aurez un rendez-vous physique avec votre client, il faut qu'il retrouve sur le site, il faut qu'il retrouve en rendez-vous physique ce qu'il aura vu sur le site internet, et vice versa. C'est hyper important que ça reste naturel et que ça reste en cohérence. D'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, je dirais, tu parlais effectivement de la partie prospection qui est en effet très importante. Au vu de ce que tu me dis, j'ai l'impression en fait que tu prospectes à travers les outils digitaux exclusivement, ou est-ce que tu prospectes différemment? Alors, je prospecte par les réseaux, par de la connaissance, voilà. Je suis très rencontre physique, mais la rencontre physique, elle a besoin aussi du relais du digital. Et il y a des émotions qui passent en rendez-vous physique, qui ne passent pas forcément sur un. On ne peut pas tout faire avec un Teams. Ça, j'en suis convaincu. En revanche, l'outil digital favorise la rencontre, les rencontres, qu'elles soient digitales ou physiques. Et c'est hyper important d'avoir cette souplesse digitale et physique. Alors, la prospection, c'est quand même quelque chose qui tient à cœur, hein, je pense. Qu'est-ce que tu fais encore pour toucher tes clients, en fait? Alors, tu fais d'autres, en fait, plus de façon peut-être un peu plus, je dirais, traditionnelle, on va dire, si tu vois où je veux en venir. Alors, oui, sur la prospection, sur la prospection, je fais 2 choses. D'abord, je prospecte pour moi-même, et je prospecte aussi pour mes clients, parce que dans mes missions auprès de mes clients, évidemment, à un moment donné, c'est du business développement, donc il faut aller chercher des clients. Ça passe par des publications sur LinkedIn, moi je suis très LinkedIn, ça passe par des publications LinkedIn, mais aussi établir des newsletters, transmettre ces newsletters à mes clients, à mes prospects, à ceux que j'ai rencontrés, etc. Voilà, c'est ça ma tactique ou ma technique de prospection. Alors du coup, plus global, en fait, on va dire. C'est vrai que les expériences d'entrepreneuriat que tu as eues et tes expériences de salarié, finalement, je dirais, en fait, t'ont permis de monter en compétence sur tout un tas de sujets aujourd'hui qui sont en effet importants pour la création d'entreprise. Quel conseil, en fait, tu pourrais donner, je dirais, en fait, à ceux qui nous écoutent
pour vraiment démarrer sereinement? Pour démarrer sereinement, le plus important, c'est d'échanger. Vous allez passer du monde du salariat où les choses vous êtes dans un cadre, vous bénéficiez de services support, vous passez de ce mode-là à un mode entrepreneurial où finalement vous devez prendre toutes les décisions. Et vous ne pouvez pas tout savoir, et heureusement. Et heureusement, on ne demande pas à un entraîneur de savoir tirer les coups francs. Forcément, il fait appel à un joueur qui sait tirer les coups francs. Dans l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Et on est souvent seul, et c'est la nature même de l'entrepreneuriat. Donc, il faut aller chercher du conseil, il faut échanger beaucoup. Les entrepreneurs aiment beaucoup parler avec d'autres entrepreneurs et les aider. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est aller chercher des conseils d'experts et d'entrepreneurs. Donc, en fait, ton conseil, c'est effectivement donc, d'essayer de rompre l'isolement et d'essayer de communiquer un maximum. Il y a un sujet que tu n'as pas abordé, en fait, c'est les réseaux. Alors, je l'aborde parce qu'on fait partie du même réseau, je dirais, comme tu le disais, toi sur Lille et puis moi sur Vannes. Mais du coup, est-ce que tu peux nous donner en fait quelques mots en fait et expliquer un petit peu ce que peuvent apporter ce type de réseau, si bien que, enfin, comme on les dit, réseaux que j'ai choisis sont vraiment des réseaux métiers. Il existe tout un tas de réseaux business, des réseaux géographiques. Moi, j'ai choisi des réseaux métiers. Et le fait de pouvoir discuter avec des gens qui font la même activité que moi. Alors, c'est du commerce, c'est des réseaux sur le commerce international, et ça reste des réseaux métiers où on échange sur notre pratique. Et puis aussi des réseaux d'entrepreneurs où on échange sur notre pratique entrepreneuriale. Je vous conseille aussi d'échanger de manière formelle, mais aussi informelle. C'est important de pouvoir avoir un soutien, de se passer un coup de fil entre entrepreneurs et pour échanger sur différents sujets, échanger sur sa propre météo, sur une problématique qu'on peut avoir, qui peut être importante ou complètement anodine, mais sur lequel voilà, on a un autre éclairage. Tout à fait. Ok. Du coup, en fait, le temps passe et on arrive pratiquement à la fin de l'interview. Est-ce que tu pourrais nous faire part de, je dirais concrètement, des pièges à éviter, en fait. Je pense que c'est quelque chose qui peut bien évidemment intéresser. Tu l'as abordé un petit peu tout à l'heure, donc par rapport à ta première expérience, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments, en fait, qui pourraient être utiles, en fait, pour ceux qui nous écoutent et les futurs entrepreneurs? Oui, un des pièges à éviter, ce serait de croire qu'on sait tout et de ne pas échanger et de rester dans son coin et tout d'un coup, hop, ça y est, on s'est lancé. Vraiment, l'entrepreneuriat, c'est à la fois c'est un projet familial, bien souvent. Donc, il faut être bien aligné dans sa sphère familiale ou sa sphère de couple et puis échanger. Forcément, les gens qui nous écoutent ont passé du temps dans le salariat, ont créé des réseaux professionnels et donc c'est important d'échanger avec tout cet environnement-là. Donc, tu m'as posé la question sous forme de quels sont les pièges à éviter. Ouais, voilà. Ne pas rester isolé. Ne pas rester isolé et se lancer et se lancer pour les bonnes raisons. Ok. Et du coup, la question qui tue, donc tu nous parlais effectivement de deux expériences en fait d'entrepreneuriat, dont la dernière un peu plus mature, on va dire, un peu plus réfléchie peut-être. Malgré tout, donc ça a l'air de bien se passer hein, au vu des échanges que l'on a. Si c'était à refaire, en fait, est-ce qu'il y a quelque chose que tu modifierais en fait? Non. Merci Eric. Allez, cherche un peu. Si je devais changer quelque chose, si je devais changer quelque chose, ouais, sur la partie, sur ma partie, là où j'aimerais être un peu plus
un peu plus léger. Moi, il y a quelque chose qui me pèse et ça se voit peut-être pas. Et quand si ceux qui nous écoutent vont voir mon profil LinkedIn, ça se verra peut-être pas. Mais quand je fais mes posts une fois par semaine, je suis tout le temps en train de me dire, alors est-ce que j'ai bien choisi le bon mot? Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Alors est-ce que c'est en cohérence avec ce que et la photo? Alors je la mets comme voilà. J'ai un stress sur cette partie communication parce que à partir du moment où c'est sur les réseaux, c'est public. Et si c'est public, ben, c'est soi-même qu'on est en train de mettre sur les réseaux. Donc voilà, si je devais changer quelque chose là demain matin, ce serait ça, de trouver un moyen d'être un peu plus léger sur cette partie-là. Tu veux dire un peu plus lâcher prise, c'est ça que tu veux dire? Ouais, un peu plus lâcher prise et puis peut-être même déléguer cette partie-là. Ouais, tout à fait. Ok, bah écoute, super. Donc moi, je suis vraiment ravi en fait je dirais, de t'avoir accueilli sur cette partie-là. Du coup, je vais me tourner vers Audrey de nouveau pour savoir en fait si nous avons des questions. Audrey. Oui, tout à fait, Olivier. On a une question. La question est, est-ce que tu as pensé à recruter un collaborateur? Oui. Oui, j'y ai pensé. Alors, je ne travaille pas tout seul, je travaille avec des stagiaires. Alors, voilà, je travaille avec des stagiaires qui sont des stagiaires longue durée de 6 mois. Et donc, je travaille avec ces stagiaires qui viennent de Schema, parce que je suis basé à Lille. Schema est à Lille et à Nice. Et mes stagiaires me rejoignent sur une période de janvier à juin et de juillet à décembre. Pourquoi 6 mois? Ce qui me plaît dans ce format-là, c'est que ça permet vraiment d'impliquer le stagiaire. Sur une longue période. 2-3 mois, c'est trop court. 6 mois, ce sont plutôt des stages de fin d'études ou de milieu d'études. Et ça permet déjà, on prend le temps ils prennent le temps on prend le temps de faire connaissance et puis de les intégrer dans l'entreprise et puis aussi de les mettre sur certains projets. Et notamment dans les projets de business développement, on sait très bien que le résultat ne vient pas en claquant des doigts et que ça prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et donc, ce qui est bien pour eux, c'est qu'ils vont démarrer en mois 1, mois 2, et ils vont commencer à avoir des résultats sur le mois 3, 4, 5, 6. Et ça permet, d'un point de vue pédagogique pour eux, de voir le résultat de leurs actions. Et puis, ça me permet aussi, pour moi, de les impliquer beaucoup plus profondément dans les actions que je mène avec mes clients. L'étape suivante, puisque la question, c'est sur le recrutement, oui, je parlais tout à l'heure de monter en puissance progressive. Là, je commence mon 3e exercice. J'aimerais bien, quand je démarrerai mon 4e exercice, avoir un collaborateur, effectivement. Très bien, merci pour ton retour. A priori, pas d'autres questions. On peut laisser encore quelques secondes pour que ceux qui nous regardent puissent les poser. Ah si, une nouvelle. As-tu un bureau fixe ou bien choisis-tu d'être nomade? Qu'est-ce que tu conseilles? Alors, je vais reprendre mon activité, c'est direction commerciale externalisée. Donc, mon rôle, c'est d'être en accompagnement commercial de mes clients. Et donc, c'est d'être soit avec eux, soit chez leurs clients. Forcément, enfin, leurs clients qui deviennent mes clients. Et ça en France ou à l'étranger. Donc, effectivement, je suis beaucoup en déplacement et comme je travaille avec une stagiaire pour le moment qui est Julie, que je salue, j'ai pas forcément besoin d'un bureau 5 jours ou 7 jours sur 7. Donc, je suis en espace de coworking et donc, je travaille dans un espace de coworking à Lille et j'y suis entre 1 et 2 jours par semaine. Le reste du temps, je suis en clientèle. Parfait. Olivier, est-ce que tu voyais, Olivier ou Ludovic qui ont posé des questions, est-ce que vous voyez des questions, des sujets que vous souhaitiez aborder avant qu'on clôture cette session? Pour ma part, c'est bon, j'ai posé toutes mes questions à Eric. Ah, encore une. Pardon, je suis en train de perdre ma voix. Est-ce que ta concurrence est vraiment vive? Alors, il y a de la concurrence, et s'ils nous écoutent, je les salue également. Oui, il y a de la concurrence. C'est plutôt de la concurrence assez saine, puisque
dans notre métier, alors ce que je fais en direction commerciale externalisée se fait beaucoup sur d'autres fonctions, des fonctions de RH, des fonctions de direction financière. La direction commerciale, il y a de plus en plus de direction commerciale externalisée, et tant mieux. Et c'est un modèle qui est plutôt qui va dans le sens de l'histoire. Oui, forcément, il y a de la concurrence. Ce qui est important, c'est d'avoir un élément distinctif. Un élément distinctif, on peut être un gros cabinet de direction commerciale externalisée, on peut être un petit cabinet. Le petit cabinet, il a sa souplesse, il a sa connaissance, sa proximité avec les clients. Le gros cabinet, il a une organisation, une structure beaucoup plus importante. Et chacun a son élément différenciant, son élément concurrentiel. Donc oui, il y a de la concurrence. Encore une fois, et pour ceux qui nous écoutent, qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat, vous avez chacun et chacune un élément distinctif sur lequel vous allez bâtir votre offre et communiquer, et c'est important. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Donc, il y a de la place pour tout le monde en étant différent. Très bien. Mais écoute, on arrive à la fin de cette interview. On te remercie pour ce super retour d'expérience qui était très enrichissant. Je vais, pour finir, laisser la parole à Ludovic. Peut-être un petit teasing, Ludo, sur le prochain webinaire à venir, sur la personne que tu vas interviewer ou la thématique qui va être abordée. Alors, en effet, donc la prochaine personne que je vais interviewer, c'est marrant parce que du coup, c'est une personne qui est de Clermont-Ferrand et c'est là qu'on s'était rencontré avec Eric. Cette personne, en fait, donc a créé un organisme de formation, une société en fait de conseil en technique de vente notamment. Et j'en dis pas plus. Donc, ce sera à Clermont-Ferrand, donc comme toujours le 3e mardi du mois. Donc là, ce sera donc au mois de novembre. Juste avant de vous quitter, je voudrais juste rappeler en fait les dates de notre prochaine session qui va démarrer donc à compter du 23 janvier 2023. Donc une date relativement simple à mémoriser, 23/01/23. En attendant, et si vous souhaitez en savoir plus, je dirais sur notre offre de formation Winkea, n'hésitez pas à revenir vers nous pour des échanges plus personnalisés, soit vers Audrey Vergondi, soit vers moi-même. Pour échanger, n'hésitez surtout pas. Vous trouverez nos coordonnées donc, à l'issue de la présentation. Nous restons bien évidemment à votre disposition. Et je vous dis à très bientôt. Et merci encore, Eric, d'avoir accepté de venir témoigner donc, pour Winkea. Merci Audrey, merci Ludovic et Olivier pour vos questions. C'était un plaisir d'être avec vous. Et puis, lancez-vous. Lancez-vous. Merci beaucoup, Eric. Bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.